Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Au cours de la décennie 1990, l'économiste français Jean-Paul Fitoussi disait « Nos sociétés ont perdu la mémoire du plein emploi ». Voilà plus de 40 ans que nous vivons avec un chômage de masse. Le chômage n'est pas une notion simple à aborder. Il me paraît important de vous le dire parce que souvent dans les médias, on présente le chômage en disant qu'il y aurait de vrais chiffres, peut-être des chiffres qui ne sont pas les bons, il y aurait des vrais chômeurs, des faux chômeurs. Et autour de cette notion, il y a énormément finalement de brouillard. Alors il me paraît très important, avant d'aller plus loin pour essayer de comprendre pourquoi il y a du chômage, quelles sont les réponses possibles face à ce phénomène, d'être très au clair sur une série de termes. Car le chômage ne peut pas s'envisager sans une connaissance de ce qu'est l'emploi, de ce qu'est la population active. Alors, mettons-nous au clair sur ces questions. Cette notion de chômage apparaît au cours du XIXe siècle, au même moment que s'affirme aussi ce que l'on appelle le salariat. Qu'est-ce que c'est que le salariat? C'est la situation d'un individu qui est ni dans l'esclavage ni dans le servage, qui dispose d'une force de travail et qui va la proposer à un individu qui va être son donneur d'ordre et qui va le rémunérer. Il va être subordonné et en échange, on lui verse une rémunération. Si cet individu ne trouve pas preneur pour sa force de travail, dans quelle situation se trouve-t-il? Au chômage. Alors on comprend déjà que le chômage peut être aperçu comme l'envers du salariat. Ce terme de chômage a vraiment eu une date de naissance qui est 1896. Lors du recensement de 1896, c'est la première fois que, si l'on peut dire, le statut de chômeur, la catégorie de chômeur est apparue. Mais on pourrait aborder encore le chômage dans une autre façon. Le chômage, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. Cette définition, qui pourrait être simple et consensuelle, pose déjà un problème, le fameux marché du travail. Le marché du travail, si on lui accorde une réalité, peut être abordé de deux façons. La première, de la façon la plus statique qui soit, ce serait la rencontre entre des offreurs et des demandeurs pour former un prix qui s'appellerait le salaire. C'est une définition très basique, très simple, qu'on peut retrouver dans des manuels de sciences économiques. Il y a une façon, à mon sens, différente et plus intéressante d'aborder le marché du travail. Le marché du travail pourrait se décrire comme un ensemble de flux d'entrants et de flux de sortants. Qu'est-ce qu'un flux d'entrants? Prenons un exemple, un étudiant finit ses études et donc son désir, c'est d'entrer sur le marché du travail. On va appeler ça, en langage économique, un entrant. Des sortants, eh bien quelqu'un qui volontairement, pour des raisons de formation ou pour d'autres raisons, cesse de travailler, c'est un sortant. Quelqu'un qui finit son activité parce qu'il arrive à la retraite, c'est aussi un sortant. Et la question qui va intéresser les économistes, c'est d'essayer de comparer le flux d'entrants et le flux de sortants pour essayer de voir si le marché du travail, à un moment donné du temps, en fonction d'un contexte spécifique, est capable d'absorber, oui ou non, ces entrants nouveaux. Qui dit chômage dit la situation d'un individu. Mais pour pouvoir définir clairement le chômeur, il faut pouvoir avec clarté le distinguer de deux autres situations. Un chômeur n'est pas tout d'abord un inactif, car on considère le chômeur comme un actif inoccupé, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite chercher du travail, qui souhaite un travail, mais qui n'en trouve pas. Donc il faut le distinguer d'un inactif, par exemple un élève, un étudiant, un retraité qui a cessé toute activité. Et il faut pouvoir le distinguer d'un actif occupé, c'est-à-dire celui qui a un emploi. Or, et c'est ça qui ajoute de la confusion dans le débat, ces trois notions, loin d'être strictement séparées, interagissent entre elles. Prenons un exemple de ce que l'on appelle le sous-emploi. C'est-à-dire la situation d'un individu qui, par exemple, travaille caissier ou caissière, ne travaille que 20 heures et voudrait travailler
35 heures, mais l'entreprise ne peut pas lui offrir ces 35 heures. Il est à la fois un actif occupé et en même temps, c'est un actif inoccupé, un chômeur, puisqu'il souhaiterait travailler plus que 20 heures. Donc, identifier et clarifier avec précision qu'est-ce qu'un chômeur par rapport aux deux autres catégories, du fait des évolutions du marché du travail, devient de plus en plus difficile. Pourquoi il est important de rappeler ça? Parce qu'il y a souvent ce débat, vous le savez, dans les médias. Ah, quels sont les bons ou les mauvais chiffres du chômage? Est-ce que les chiffres qu'on nous donne rendent compte ou non du chômage? Ce débat est un peu biaisé. Parce que si on garde en tête ce que je viens de dire, on se rend compte qu'il est difficile de pouvoir isoler le chômage de toute une série d'évolutions ou de situations, comme par exemple les transformations du marché du travail. Malgré tout cela, on se retrouve avec deux définitions qui sont présentes dans le débat public. Il y a une définition dite administrative qui est liée à ce que l'on appelle le Pôle emploi, et il y a une définition qui est celle de l'INSEE et qui se fonde sur le Bureau international du travail, qui nous avait proposé une première définition en 1954, ensuite qui a connu des améliorations. Qu'est-ce qu'un chômeur au sens du Bureau international du travail? Le premier critère, au cours de la semaine d'enquête, dite semaine de référence, l'individu n'a pas travaillé une seule heure. Deuxième critère, il est disponible dans les 15 jours pour travailler. Et troisième critère, il fait des recherches actives d'emploi. Déjà, cette définition pose un problème. Il n'a pas travaillé une heure, il est disponible, c'est un critère dit objectif. Il fait des recherches actives, c'est un critère subjectif. Donc on mêle dans une même définition une composante objective, une composante subjective. Qu'est-ce que c'est que faire des recherches actives? Est-ce que, au bout de 30 mails ou courriels envoyés, ça devient actif? Est-ce que c'est un nombre d'entretiens par semaine? Sachant que nombre d'entreprises parfois ne répondent pas à ces demandes d'emploi, y a-t-il des critères objectifs, indiscutables, sur lesquels on pourrait tous tomber d'accord et dire « oui, c'est actif au bout de 30 lettres. C'est actif au bout de tant de kilomètres parcourus pour chercher un emploi. » Là-dessus, on rentre dans l'arbitraire. Face à cette définition, il y a la définition dite administrative. Le Pôle emploi classe les différents demandeurs d'emploi en plusieurs catégories, qui vont de catégorie A à E, mais généralement, les catégories qu'on observe avant toute chose, c'est A, B, C. Si je prends la catégorie C, on se retrouve avec des individus qui effectivement sont disponibles pour travailler, mais qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois. Le chômeur n'est pas forcément celui qui a fait 0 heure. Il en a peut-être fait 78. On met dans la catégorie B des individus, même caractéristiques, qui font une recherche, qui sont disponibles, et eux qui ont travaillé moins de 78 heures. Donc, qui étaient en situation de sous-emploi. Donc, il est très difficile juste de présenter le chômage comme une inadéquation entre des emplois disponibles et une ressource et une main-d'œuvre. Parce que, on le voit bien, que certains vont peut-être travailler 2 semaines dans le mois, ils sont prêts à travailler, mais en réalité, on ne leur propose pas plus. C'est pourquoi il faut être très, 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 très prudent sur la manière dont on aborde cette question. Et tenir loin de soi cette idée des vrais ou faux chiffres, des vrais chômeurs ou des faux chômeurs, avec cette idée, par exemple, de croire que certains préféreraient le loisir, le chômage comme une opportunité pour ne pas faire grand-chose. Sachant qu'en plus, plus de la moitié des chômeurs ne touchent pas d'indemnité chômage. Et je ne résiste pas, sans vouloir abuser de votre attention, de rajouter une petite chose qui parfois trouble l'actualité. Vous avez peut-être entendu que lorsqu'il y a une embellie économique, certains disent « Ah, les chiffres du chômage remontent, le chômage augmente ». Et tout le monde est surpris et se dit « Mais comment, alors qu'il y a une embellie économique, le chômage repart à la hausse ?» Ce phénomène s'appelle la flexion des actifs. Quand arrive une amélioration de la situation économique, des individus qui étaient découragés parce que c'était des chômeurs de longue durée se disent « Tiens, peut-être je vais me réinscrire au Pôle emploi pour peut-être demander une formation ou peut-être parce que j'espère là la possibilité d'un emploi. » Et donc, en se réinscrivant au Pôle emploi, mécaniquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font remonter les chiffres du chômage.
Donc on voit bien que des situations aussi paradoxales que celle-ci peuvent être déroutantes. Le système économique que l'on appelle le capitalisme a été capable, certes, de créer beaucoup de richesses, mais il a été caractérisé aussi par une situation que l'économiste anglais Keynes avait appelée de pauvreté dans l'abondance. Keynes avait mis en lumière que les deux grands défauts du système économique, qui était celui de son temps, étaient l'incapacité à répartir justement le revenu et créer le plein emploi. Le système économique que l'on appelle le capitalisme est un système économique qui aussi s'accommode du sous-emploi et qui s'accommode de ce chômage. Lorsqu'on a cette idée en tête, on comprend qu'après-guerre, lorsque dans la période nommée des Trente Glorieuses, on a été dans une situation de plein emploi pendant presque une vingtaine d'années, les pouvoirs publics avaient cru à l'époque que ce problème central du capitalisme avait été vaincu. Cette phase, marquée par un plein emploi, va s'interrompre dans la foulée des chocs pétroliers et va à nouveau installer les sociétés contemporaines dans le chômage dit de masse. On peut dire que des années 70 à nos jours, les phases de création abondante d'emplois n'ont pas été si nombreuses. Deux phases peuvent être notées où il y a une création d'emplois importante, entre 88 et 91, où là, il y a une dynamique élevée de création d'emplois, et dans la phase que les économistes, un peu avec humour, ont appelée les Trois Glorieuses cette fois-ci, et pas les 30, 98-2001. La France va être un peu la locomotive de la création d'emplois en Europe, et elle arrive à créer environ 1,5 million d'emplois. Elle a une croissance très dynamique. Pour le reste, même si après 2006 jusqu'à la crise de 2009, on voit une amélioration sur le front de l'emploi, qui s'interrompt avec la crise de 2008-2009, on peut dire que l'évolution du chômage de 1975 à 2021 est une évolution extrêmement heurtée. Il faut comprendre que plus de 40 ans de chômage de masse ont eu aussi un effet sur la représentation du phénomène. Lorsque le phénomène est apparu, très largement, on l'a expliqué par un défaut d'activité, par les chocs pétroliers, par le ralentissement économique ou d'autres causes. Au fur et à mesure du temps que ce chômage s'est installé, d'autres représentations sont venues à s'imposer, laissant entendre une mauvaise volonté des chômeurs, laissant entendre finalement que c'était une affaire individuelle. Et on voit bien que le regard sur les chômeurs ont changé. C'est un regard qui est devenu, comme on dit, plus stigmatisant, plus critique, rendant davantage responsables les chômeurs de leur situation. Maintenant, il convient de se poser la question, mais pourquoi ce phénomène ? Je crois qu'il est très important de saisir un moment de notre histoire économique, c'est le tournant des années 70. Il y a cette fameuse crise assez particulière, puisqu'on ne s'est pas retrouvé dans les années 70, après les chocs pétroliers, dans des situations économiques identiques à celles des années 1930, où on a vu une dépression sur une dizaine d'années. On a vu au contraire une continuation de la croissance, même s'il y a eu des moments d'inflexion, mais cette crise a fait l'objet d'interprétations et de lectures différentes. L'une d'elles, et qui va dominer très largement dans les années 1980, 1990 et suivantes, selon cette interprétation dite d'inspiration libérale, ce qui expliquerait le ralentissement, ce qui expliquerait finalement les contre-performances, c'est que les économies ont accumulé des rigidités qui, à un moment donné du temps, vont être contre-productives. Ces rigidités viendraient du fait que, par exemple, on a installé un salaire minimum sur le marché du travail, du fait que les syndicats aient pu avoir une place plus importante ou jouer un rôle plus déterminant pour les salaires, pour les conditions de travail. Tout cela aurait grippé le bon fonctionnement du marché selon ces libéraux. Et le programme de ces libéraux, à partir des années 80, c'est au contraire d'en finir avec ces rigidités, de flexibiliser le marché du travail,
sortir de la logique du contrat à durée indéterminée, faire en sorte que puissent exister des emplois courts, faire en sorte que le pouvoir de négociation des salariés, en quelque sorte, se réduise et de restaurer des mécanismes de marché. Donc, pour ces économistes, le chômage ne s'expliquerait pas par un ralentissement conjoncturel, mais s'expliquerait principalement par ses défauts structurels. C'est-à-dire que les salaires seraient trop rigides, ne pourraient pas s'ajuster à la conjoncture, que la formation des travailleurs ne serait pas adéquate, que le code du travail serait un ennemi de l'emploi, qu'un système généreux d'indemnité chômage pousserait les individus à choisir plutôt l'inactivité que l'activité, et que, d'une certaine façon, le système économique et social mis en place après la Seconde Guerre mondiale serait largement responsable de la situation. Et que, pour répondre au problème, il faudrait se lancer dans de vastes programmes de libéralisation de l'activité économique, de la mise en concurrence de différents secteurs, il faudrait privatiser, il faudrait faire en sorte, comme on a fait, de désindexer les salaires des prix, et revenir sur des mécanismes de régulation qui étaient hérités de l'après-guerre. Cette interprétation qui va devenir rapidement un peu la musique dominante, elle va se traduire dans les faits, puisque on va voir se mettre en place ce que l'on appelle des politiques économiques d'inspiration libérale qui vont viser à flexibiliser le marché, c'est-à-dire faire appel à une certaine main-d'œuvre pour un temps provisoire. Et on va voir se développer sur le marché du travail des phénomènes préoccupants comme ce que l'on appelle les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des individus disposant d'un emploi insuffisant pour leur assurer un revenu à même de répondre à leurs besoins. Et en 1994, l'OCDE fait tomber un rapport extrêmement important en expliquant que si on veut retrouver un plein emploi, il est nécessaire d'engager des mesures de flexibilisation du marché du travail, expliquant qu'une trop grande protection de l'emploi nuit à la création d'emplois. Et cela va être le thème dominant de la décennie 90-2000, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. D'autres explications communes sont mises en avant et sur lesquelles il conviendrait de revenir rapidement et qui sont un petit peu les lieux communs en la matière. Il y a la question du progrès technique. Depuis les débuts de la révolution industrielle, il y a ce grand débat, la machine remplacerait l'homme ou la machine menacerait l'emploi, et voilà le problème. Pourquoi le progrès technique, c'est un peu un lieu commun? Parce que, passons par l'exemple, sans entrer dans de trop grandes théories. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout un progrès technique se met en place au cœur des Trente Glorieuses, que l'on va retrouver à travers des procédés nouveaux, que ce soit à travers des produits, et pourtant le plein emploi est au rendez-vous. Un autre, lieu commun, c'est de dire que sur le marché du travail, il y aurait des catégories de la population qui ne devraient pas être là, en disant que certaines catégories vont remplacer le travail d'autres, que ce soit une main-d'œuvre étrangère à qui on va dire elle est responsable du chômage des nationaux, où on va désigner, par exemple, on va dire que ces populations-là vont jouer contre l'emploi, ou encore l'idée, autre lieu commun, que les chômeurs préféreraient finalement profiter des allocations, ne voudraient pas travailler, donc le chômage, ce serait une affaire individuelle et qu'il y a un plaisir à rester chez soi au lieu de chercher activement un emploi. Alors, essayons un peu de voir clair pour essayer de comprendre pourquoi il y a du chômage. Il n'y a pas une seule explication parce que c'est le propre d'un phénomène complexe. Tout d'abord, il faut observer une relation essentielle en économie pour comprendre le chômage. C'est le rapport entre la production, la productivité et le temps de travail. À temps de travail inchangé, si la productivité va progresser beaucoup plus vite que la production, c'est-à-dire l'efficacité productive est beaucoup plus importante, à temps de travail inchangé, le risque, c'est la destruction d'emplois. Si la productivité et la production à temps de travail inchangé progressent au même rythme, on va vers des créations d'emplois ou même le plein emploi. Et donc, il est certain que la réduction des rythmes de la croissance a joué très largement sur le volume de création d'emplois. Sachant qu'aujourd'hui,
nous n'avons plus besoin, il faut quand même le dire, d'autant de croissance que lors des Trente Glorieuses pour créer de l'emploi. D'autre part, si on évoque par exemple le libre-échange, certains emplois, on va dire, peu qualifiés ou moins qualifiés, ont pu subir les effets d'une concurrence internationale ou intra-européenne qui a effectivement joué sur le niveau d'emploi. Et on voit bien, encore une fois, que le chômage est un phénomène très hétérogène parce qu'il ne touche pas de la même manière des travailleurs moins qualifiés ou plus qualifiés. Et que parmi les travailleurs vulnérables, on retrouve les moins qualifiés. Parmi les travailleurs vulnérables, on trouve ceux qui sortent précocement du système scolaire. Ça dépend aussi des régions. Certaines régions, effectivement, du fait qu'elles sont des régions de vieille industrialisation, par exemple, ont pu, à certains moments, connaître plus de chômage que d'autres. D'autre part, on pourrait également dire aujourd'hui, une des causes du chômage, c'est que dans le cadre européen, la France, pendant toute la période dite de l'euro-fort, qui court de 2001 à 2008, a vécu avec une monnaie surévaluée, qui a eu aussi un impact sur l'emploi et particulièrement sur le secteur industriel. Cette interrogation sur le chômage, elle a nourri la pensée économique. Une théorie économique plus d'inspiration, on va dire, libérale, a essayé de dire que c'était un niveau de salaire qui allait déterminer un niveau d'emploi. Encore une fois, il fallait regarder les prix et que si le niveau de salaire était peut-être trop élevé, ça allait jouer contre l'emploi. Ces mêmes économistes ont parfois théorisé l'idée d'un chômage volontaire, c'est-à-dire imaginant l'homme comme quelqu'un faisant un arbitrage entre le loisir et le travail, et faisant un arbitrage rationnel, et se disant combien on me donne d'euros pour que je renonce à 1 heure de loisir. Et en fonction de ce calcul savant, il préférerait l'un ou l'autre. C'est la théorie du chômage volontaire, c'est-à-dire le choix de l'individu de refuser le prix du marché. D'autres théories, par exemple dans le sillage du grand économiste Keynes, qui a voulu au cours de la décennie 1930 analyser ce chômage de masse, expliquant qu'il n'existait pas quelque chose comme le marché du travail et que la réalité devait être perçue ailleurs. Et ailleurs, c'était sur le marché des biens et services. Et pour Keynes, il y avait cette idée que c'était un niveau de demande qui allait déterminer un niveau d'emploi et non pas un niveau de salaire. Et que finalement, la cause du chômage n'était pas sur cette fiction qu'était le marché du travail, mais la cause du chômage se trouvait sur le marché des biens et services. Et que si on pouvait tout à fait satisfaire la demande, et vivre avec un équilibre de sous-emploi. C'est-à-dire, on pouvait tout à fait satisfaire les besoins des gens en vivant avec une main-d'œuvre pas totalement employée ou partiellement employée. Et que pour lui, le grand vice du capitalisme était là. Pour Keynes, ce qui était nécessaire pour lutter contre effectivement le chômage, c'était de faire des politiques de soutien à la demande et particulièrement à l'investissement et aussi à la consommation pour pouvoir relancer l'activité économique. Face à ces deux théories, évidemment, la réflexion sur le chômage a énormément été nourrie après la Seconde Guerre mondiale et on ne s'en est pas tenu à ces seules théories. Certains économistes expliquent qu'un chômage n'est pas entièrement libéral ou entièrement keynésien, c'est aussi un mixte des deux. Il peut y avoir une part du chômage qui est liée à la conjoncture, une autre part qui peut être liée à la structure. Au cours des années 60-70, soucieux du plein emploi, eh bien, certains économistes, comme par exemple Phillips ou d'autres, ont expliqué que si on voulait avoir moins de chômage, il fallait accepter plus d'inflation et que c'était le prix à payer, c'est-à-dire qu'un peu plus d'activité, un peu plus d'inflation pour espérer avoir moins de chômage. Cette théorie-là a été très largement contestée à nouveau par les libéraux dans les années 80-90, avec cette idée qu'il y aurait un taux de chômage naturel, alors ça ne veut pas dire inscrit dans la nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arriverait à un seuil, le ramener encore à plus bas, ce ne serait pas possible parce que finalement on créerait plus d'inflation qu'on ne viendrait à résoudre le problème du chômage. Et les différentes théories du chômage se sont parfois intéressées à un niveau global qu'on appelle macroéconomique et parfois aussi à un niveau microéconomique s'intéressant au comportement soit des acteurs, c'est-à-dire de gens qui cherchent un emploi, soit au comportement des entrepreneurs. Certains ont voulu insister, comme je l'ai dit lors de cette interprétation de la crise des années 70, en disant que c'était le marché du travail, ses dysfonctionnements, qui rendaient
impossible le retour au plein emploi. Pour d'autres, évidemment, ce sont les crises de la demande, de l'investissement, de la consommation, c'est l'absence de coopération internationale, c'est l'absence de coopération au niveau européen qui expliquerait aussi pourquoi le chômage serait élevé, parce que les nations rentrant dans une logique de concurrence à tout prix, de recherche de compétitivité, ces nations, au lieu d'être dans la coopération, seraient dans la rivalité, et leur stratégie économique consisterait à exporter leur chômage chez le voisin, en quelque sorte, en essayant d'avoir des stratégies agressives de conquête de parts de marché. Ce qui est quand même assez certain, sans même pouvoir l'établir de manière indiscutable, ce sont les liens entre la croissance, la productivité, le temps de travail qui expliquent très largement la situation de l'emploi. Face à ces interprétations, évidemment, se sont mises en place des politiques. Et les politiques économiques telles qu'on les a observées en France, des années 80 à nos jours, ont été plutôt des politiques d'inspiration libérale, en prenant plusieurs chemins, par exemple en exonérant les cotisations sociales des salariés les moins qualifiés pour qu'ils coûtent moins cher et de faire en sorte qu'il soit plus intéressant de les embaucher. Des réformes très nombreuses du marché du travail pour faciliter les licenciements, par exemple, au prétexte que si on donnait plus de liberté aux entrepreneurs, ils voudraient davantage embaucher. On a multiplié les contrats courts et les emplois précaires pour donner une souplesse ou une flexibilité aux entreprises, sans forcément que toutes ces mesures, pour ne citer que celles-ci, parviennent à créer de l'emploi, ou si elles y parviennent, c'est au prix d'une inégalité entre les travailleurs, c'est au prix d'une précarité plus importante de certains que d'autres, sans forcément ramener au plein emploi. D'autres tentatives ont été mises en œuvre, faisant l'objet de beaucoup de critiques, comme la réduction du temps de travail, particulièrement dans ces années 98-2001. On attribue aux 35 heures, qui font l'objet de beaucoup de débats et de controverses dans ce pays, 350 000 emplois créés. Certains jugent que les 35 heures ont été très néfastes à l'économie française. D'autres, au contraire, trouvent que c'était une piste à poursuivre et qu'aujourd'hui, il faudrait, dans le cadre économique actuel et aussi des impératifs écologiques, aller vers 32 heures. Globalement, aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où le contrôle social sur les chômeurs s'est considérablement accru, qu'une suspicion sur eux s'est abattue du fait que l'on veut faire en sorte que s'ils ne font pas des recherches actives, nous dit-on, on retire leurs droits. Mais il ne faut quand même pas oublier que du début des années 90 au début des années 2000, avait été mise en place ce qu'on appelait l'allocation unique dégressive, qui normalement avait pour vocation de pousser les individus jugés suspects, en quelque sorte, à rechercher un emploi. Mais cette allocation unique dégressive a été abandonnée car on a montré sa totale inefficacité. Mais le chômage, au-delà d'être une querelle d'économistes, au-delà d'être une querelle de politique, c'est aussi un phénomène social qui affecte la société française, qui affecte sa cohésion sociale, selon le lieu de résidence, selon le genre, selon le niveau de qualification, le chômage ne frappe pas les individus de la même manière. Pour conclure, il est certain que même nos outils qui parlent du chômage sont discutables. Le taux de chômage est un outil de plus en plus discutable parce qu'il ne suffit pas d'avoir conservé son emploi ou d'avoir un emploi pour se dire que la situation est satisfaisante. Parce qu'aujourd'hui, se développent de plus en plus des formes atypiques, c'est-à-dire des formes précaires d'emploi, qui ne sont pas à durée indéterminée, qui sont parfois à temps partiel subi. Donc, la qualité de l'emploi doit être prise en compte. Et il ne suffit pas de se contenter d'un nombre, d'une quantité d'emplois créés. Il faut se poser la question du type d'emploi créé. Ce qui paraît surtout souhaitable, c'est d'imaginer une société d'un emploi digne pour tous. Et en cela, le travail tiendra sa promesse d'être non seulement un facteur de reconnaissance et pas un facteur de vulnérabilité. Donc, il ne s'agit pas de retrouver n'importe quel plein emploi, il s'agit de retrouver un emploi digne.